Salut à tous, bienvenue chez RC Garage 68. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort puisque quelques intervenants ont eu des soucis sur leur téléphone pour bien comprendre tout ce que je dis. Ça peut être lié à mon accent alsacien ou à ma façon de marmonner dans ma barbe. Je ne sais pas. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une de mes machines préférées pour le tout-terrain en bâche. C'est le Sen GSTE ou Sen Colossus qui a peu de choses près sont les mêmes machines. La plus grande différence entre les deux réside dans le fait que la carrosserie, pour moi, personnellement toujours, ce n'est mon avis que ça n'engage que moi, du Colossus est esthétique, celle du GSTE ne l'est pas. Contrairement à Traxxas et HPI, les carrosseries Sen sont bien plus solides, tout en étant tout aussi flexibles. Le Colossus est équipé d'origine d'un servo Savox 1230 SG, donc qui fait 36 kg sous 6 volts, ce qui est absolument et totalement inégalé en série sur un kit chez quelque marque que ce soit. Le GSTE, lui, par contre, est livré avec un servo Skyon, donc qui vient de chez Sen, de 10 kg en numérique, qui est donc très lent et poussif. Qui lui par contre suffit forcément en mouvement, mais lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en vitesse lente devient vraiment aussi nul que le servo livré chez HPI dans le Savage Flux. Traxxas a fait un peu mieux puisqu'ils ont livré deux servos, néanmoins des servos à pignon plastique, alors que HPI et Sen utilisent des servos en métal, tout comme Axial d'ailleurs, qui a fait la même erreur sur son Yeti XL de livrer le même servo dans le Yeti XL que dans le Yeti normal. Dans le Yeti normal, 15 kg suffit amplement, c'est un huitième d'à peu près 3,5 kg, 4 kg, je ne me trompe pas. Le Yeti XL entre 6 et 7 kg, je peux vous dire que c'est un peu triste à la direction. Le gros avantage pour moi de Sen par rapport à HPI, c'est la solidité sortie du carton. Donc le rapport qualité-prix en fait, le HPI a bien évolué avec le temps puisque en partant du thermique, donc avec des différentiels qui suffisaient pour les moteurs thermiques, puisqu'il n'y a pas autant de coupe et autant de brutalité qu'en brushless, ils ont renforcé les différentiels, renforcé les cardans, les noix de cardan, etc., etc. Mais sont restés sur tout de même la base qu'ils avaient fait sans faire de grosses modifications. Ce qui est fait tout simplement pour des raisons de frais de conception. Si vous sortez une machine et vous n'avez pas eu le temps de la rentabiliser, vous en refaites une autre derrière, ça entraîne des coûts immenses, donc c'est plus simple de la modifier pour la rendre plus solide que de faire fondamentalement quelque chose de correct. Sen n'a pas fait la même erreur, puisque Sen fait aussi du 1/5e, ils ont utilisé en fait beaucoup de pièces qui viennent de leur 1/5e. Donc les roues d'origine du GST ou du Colossus ne sont pas celles-ci, qui sont beaucoup plus grosses. J'en ai une ici, je vais vous le montrer. Que voici. Donc pour moi, absolument pas esthétique, beaucoup trop grande par rapport à la carrosserie. Il y a cette version à Pico et la même version Chevron, même si la version Chevron est extrêmement efficace et solide, point de vue look, c'est toujours mon avis, ça ne correspond pas à la taille de la machine. Mais je répète, ça provient des 1/5e, tout comme les roulements qui sont utilisés dans les fusées, du moins les roulements intérieurs, qui sont de la même taille standard que les FJ 1/5e. Les roulements extérieurs sont des roulements standards de 1/8e, donc je ne me trompe pas du 16 par 8 par 5. Même chose dans les différentiels, il y a deux types de différentiels chez Sen. Ils ont fait sur les plus anciennes versions, ou en upgrade pour les nouvelles, des différentiels dont de toute façon les différentiels chez Sen sont en aluminium. Ils n'ont jamais fait de version plastique sur ces modèles, sauf peut-être sur le central, que je ne dise pas de bêtises. Donc en aluminium, les maintiens de diff, les corps de différentiel eux-mêmes sont donc une version en plastique et une version en aluminium ou en quelconque métal, je ne sais pas si c'est vraiment de l'aluminium. La version alu a des gros roulements de 1/5e aussi, alors que la version plastique a des roulements standards de 1/8e.
Donc même si les roulements de 1/8 sont déjà très solides, il faut dire ce qui est, les différentiels avec les roulements de 1/5 sont vraiment inusables. Ils ont mis dès le départ une grosse dentition, comme c'est le cas maintenant en option sur le Savage. Donc, et l'intérieur des différentiels aussi a été légèrement modifié. Les différentiels donc à corps métal ont des noix de cardan beaucoup plus épaisses du point de vue de la matière et sont fixés différemment à l'intérieur, puisque pour ceux qui sont habitués au 1/8, généralement il y a juste une petite goupille qui passe à travers la noix de cardan et le planétaire est posé dessus. Ici, la noix de cardan a deux méplats, le planétaire est donc prisonnier sur les deux méplats et maintenu par un circlips pour l'empêcher de la noix en fait de sortir du différentiel et de tomber tout simplement. Les deux sortes de différentiels sont très solides, j'ai roulé avec les deux et je n'ai pas de préférence personnelle entre les deux types. Pour donc renforcer la carrosserie, c'est ce modèle que j'utilise pour les sauts, puisque je vous ai dit que je vous expliquerai les petites différences sympathiques qu'on peut faire, enfin les petites modifications simples à faire pour rendre votre machine beaucoup plus endurante. C'est le montage de deux barres de toit. C'est tout simplement des tiges en nylon de n'importe quel magasin de bricolage. J'aurais préféré du noir, là j'ai trouvé du blanc. Ça va agir tout simplement comme un skid plate sur le toit, donc en cas de renversement, on ne va pas abîmer le toit. Ça rigidifie le toit. Donc forcément sur nos très chers pick-up, le problème, comme vous avez pu le constater tous ceux qui roulent en monster truck et qui aiment les carrosseries de pick-up, c'est que sur les chocs, le toit s'affaisse et on a donc plié ici la benne. Il y a deux incidences. D'abord on va casser la carrosserie à ce niveau-là. Ensuite on va arracher la carrosserie au niveau des plots. Donc chez Sen, sur la version thermique, ils ont tout simplement mis un arceau qui protège donc la culotte, la culotte ne dépasse pas de l'arceau. J'ai donc mis cet arceau sur le brushless avec une petite mousse dans le toit, ce qui permet à la machine en cas de tournement d'être tout simplement appuyée sur son châssis qui est prévu à l'épreuve de ceci, puisque sur les gros atterrissages de 6, 8 ou 10 mètres d'altitude, le châssis va percuter le sol et n'en souffre pas, contrairement au châssis du Savage qui lui va... Parce que j'ai eu 3 Savage, comme une machine que j'aime bien, mais le Savage sans châssis renforcé va avoir le souci de faire un accordéon avec votre châssis, si vous y allez fort toujours, hein, pas dans une utilisation normale, je parle vraiment d'y aller fort, hein. Le Savage est une machine super solide, mais tout comme celle-ci, même si c'est ma préférée, qui a quelques points faibles et certaines choses qu'on aurait pu modifier. Le Savage par contre est à plus de 900 € maintenant actuellement RTR. On trouve le GSTE entre 550 et 600 €. Le Savage est livré donc avec le combo que j'ai installé ici, donc un Fluxtorque 2200 avec un contrôleur Castel 120 A 6S. Là où Sen a descendu le prix, c'est que j'utilise un variateur Hobby-Wing sur les premières versions non étanches, sur les versions plus récentes étanches de 80 A. Avec un moteur Léopard ou Hobby-Wing, il n'y a rien écrit dessus. Point de vue construction, c'est plus proche du moteur Léopard de 2000 kV, qui est un très bon moteur qui tient très bien le 6S. Pour l'avoir roulé pendant longtemps en 6S, je peux vous dire que ça tient et que ça envoie bien. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait du 4S uniquement? Simplement pour réduire les coûts de fabrication. Et d'autre part, en 4S, avec donc le pignon d'origine qui est fourni, c'est un 12 dents, un rapport relativement long, que je déconseille d'utiliser en 6S, mais en 4S, il a les performances tout simplement d'un GST 7.7 avec la boîte 3 vitesses, toujours avec l'avantage de l'accélération du brushless. HPI a opté pour une boîte de transfert, enfin une boîte de vitesse centrale, façon de parler, c'est juste une démultiplication, avec un slipper. HPI a fait un slipper pour moi merdique, faut le dire, hein. En 6S c'est autant dire que rien mettre c'est tout pareil. En 4S évidemment il suffit. D'où les gros problèmes de casse de différentiel arrière sur le Savage. Chez Sen, ils ont tout simplement mis un énorme différentiel central, enfin différentiel central, le corps du différentiel est le même que sur les essieux avant-arrière, et ça c'est un autre point fort de Sen que je vous expliquerai tout à l'heure,
avec une grosse couronne de plus de 60 dents. Donc comme je l'ai dit, en 12 dents, avec le rapport d'origine, c'est relativement long. Donc si vous utilisez un moteur à faible carré, c'est pas un problème. Quand vous utilisez ce type de moteur, par contre, vous pouvez au minimum mettre un pignon de 11. J'ai ici triché, j'ai fraisé les supports moteurs pour descendre à 10 dents. Ce qui, moi, me convient bien, puisque j'ai une bonne autonomie, une bonne vitesse de pointe, et une très grande réactivité pour faire les figures libres dans les sauts. Le gros point faible de ce Sen, donc à part le variateur, donc il livre en 4S, il suffit de mettre, on va dire, 80 € pour partir en 6-7, sont les amortisseurs. Alors vous allez me dire, Savage a le même problème. Les amortisseurs de Savage sont bien, ils sont étanches, mais ils sont un peu fragiles. Ceux du Sen sont beaucoup plus solides, mais ne sont pas vraiment étanches. L'huile qui est livrée d'origine avec s'apparente pour moi de l'huile de friteuse d'un bon restaurant thaïlandais qui ne respecte pas les normes sanitaires. Et sur 8 amortisseurs, vous n'avez pas toujours 8 fois la même huile, ni 8 fois la même quantité, ce qui est un peu le défaut de chez Sen, c'est les finitions sorties de la boîte. Il va falloir régler les biellettes ou resserrer quelques vis ou contrôler le calage de vos différentiels, ce qui est un grand point fort chez Traxxas et HPI, où le véhicule arrive vraiment prêt à l'utilisation sans rien à faire. Donc là, pour compenser la perte d'huile, j'ai tout simplement de l'huile extrêmement épaisse. J'ai mis de la 4000, oui, c'est ce que beaucoup de vous utilisent dans les différentiels, vous avez bien entendu, de la 4000. Mais j'ai tout simplement augmenté le perçage dans les pistons. Donc j'ai la même souplesse que si vous aviez mis de l'huile de 300 ou 400 dans vos amortisseurs, avec moins de fuite, puisque étanche, c'est pas encore le mot. Mais je veux dire, on peut faire tranquillement ces 10 heures d'utilisation sans devoir contrôler. Les amortisseurs, contrairement à Axial, ont des vrais réservoirs vraiment utiles. Donc vous avez ici une vis de purge, donc ce qui rend le remplissage absolument génial. Ici, là, vous avez un capuchon pour permettre de remplir donc, le petit réservoir additionnel. Les tourelles avant et arrière, quasiment indestructibles. J'en ai cassé une par ma faute, tout simplement, puisqu'à un moment donné, j'ai roulé qu'avec 4 amortisseurs. C'est donc fait une torsion sur la tourelle de suspension qui était au-delà de ce qui était prévu, et j'ai donc cassé ma tourelle. J'ai ensuite remis les 4 amortisseurs et 2 réalisants pour la maintenir ensemble, ce que beaucoup d'utilisateurs de Emax connaissent. J'ai encore roulé presque une année avant de finalement changer mes tourelles que j'avais déjà en stock, mais j'attendais d'avoir de la casse ou le moment de la révision pour pouvoir le changer. Puisque ça tenait très bien, j'avais aucune raison de le faire. Je répète, c'est une machine faite pour SO, donc personnellement je ne m'attarde pas trop sur l'esthétique sur la machine pour SO, il faut qu'elle tienne, qu'elle soit entière et que je puisse vraiment m'amuser sans faire spécialement d'entretien, puisque les machines pour SO, il n'y a pas de mystère, à un moment ou à un autre vous allez casser quelque chose et devoir réparer. Si vous preniez un véhicule réel pour faire une montée infernale de 300 mètres et que vous dégringolez les 300 mètres, je pense qu'il ne resterait pas grand chose de votre véhicule réel. Donc pensez-y quand vous faites la même chose sur 30 ou 40 mètres avec vos chers modèles réduits. Ensuite, l'autre chose qui me vient des Savage, en fait, que j'utilise toujours encore sur la plupart de mes machines que j'utilise en utilisation vraiment intense, c'est de mettre un petit réalisant entre la coupelle d'amortisseur et le ressort, pour éviter que sur certains chocs où la roue va être tirée et non poussée, de décrocher la coupelle, de perdre le ressort, ou sur les grosses flexions des bras ou les grosses torsions. Sen a mis sur son GSE et Colossus 4 cardans homocinétiques, donc enfin ils ont utilisé en fait les mêmes pièces sur tout le véhicule, c'est-à-dire que l'avant et l'arrière sont symétriques, les bras de suspension, il n'y a pas 36 000 modèles, il n'y en a qu'un seul, il va sur les 4, le bras supérieur va sur les 4, la fusée va sur les 4, le tirant supérieur va sur les 4, seule différence donc ici les biellettes de direction qui sont pas la même taille que les biellettes de maintien arrière. En parlant des triangles, un petit point faible, ce sont les triangles supérieurs sur des températures froides. Après en été, pas spécialement de problème. Ils sont vraiment flexibles et les cardans étant très solides, vous ne tordez pas les cardans.
ce qui soit dit en passant n'est pas non plus un grand problème, puisqu'un cardan tordu il est peut-être facilement redressé dans un étau avec un marteau. Toujours pour ceux qui ne font pas de compétition. N'oubliez pas qu'on est ici dans le loisir. Forcément, si vous dites à quelqu'un qui fait de la compétition de mettre un coup de marteau sur son cardan pour qu'il tourne à peu près rond, il va avoir des cheveux gris très vite. En loisir, c'est pas le cas. Le matériel qu'on a doit tenir un maximum jusqu'au bout et encore réparer 2 fois à tenir autant. Pour des questions de budget et parce qu'on n'a pas l'utilité de mettre systématiquement des pièces neuves si c'est pour faire des essais de saut qui sont quasiment impossibles mais qu'on veut absolument faire quand même. L'autre point faible du Colossus sont les plots de carrosserie. Alors ils sont très solides mais ils n'ont prévu qu'un circuit dessus et dessous de la carrosserie sans la moindre protection pour la carrosserie. Donc là vous allez déchirer votre carrosserie. Solution très simple, hein, rondelles en caoutchouc ou pièces de plastique ou de lexan découpées pour faire sandwich. Même chose sur la carrosserie. Donc je mets du caoutchouc personnellement en dessous et au-dessus. Donc ça me permet une certaine flexibilité sur les impacts. L'arceau qui lui est en contact avec le toit permet donc sur les retournements de ne pas écrabouiller la carrosserie. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure a 2 ans et est toujours entière alors que cette machine sert quasiment tous les week-ends. Tout ce que j'ai fait, c'est rafraîchir un peu la planche d'autocollant pour la présentation. À l'arrière de cette machine, pour bien protéger la benne, j'ai utilisé un pare-choc de FG Monster. J'ai installé très simplement en faisant tout simplement 2 petits trous supplémentaires dans la plaque inférieure, filetés en M4. Ces 2 vis sont les vis d'origine qui maintiennent le bulkhead ou le maintien de différentiel. Et ça s'arrête là. Je n'ai pas mis la même chose à l'avant, tout simplement parce que le pare-choc d'origine est bien moins éloigné, si on voit bien, de devant des roues, ce qui permet donc de se mettre contre un mur à la verticale pour faire un backflip ou n'importe quoi, donc tout simplement pour éviter les problèmes de franchissement, problème que vous n'avez pas à l'arrière, puisque ça ne s'amuse pas à franchir en marche arrière, enfin moi pas spécialement. La transmission, étant donné le différentiel central, est d'une solidité exemplaire. Bien sûr, beaucoup d'entre vous vont me dire un Monster Truck avec un différentiel central n'est pas un Monster Truck. Suffit de changer l'huile, réveillez-vous. C'est sûr qu'avec la graisse qu'il y a dedans au départ, l'engin va plus ou moins se comporter plus comme un truggy. Là, j'ai à l'intérieur personnellement de la 500 000, on peut mettre de la 2 millions. Ce qui permet quand même de faire un amortisseur pour les chocs. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train d'atterrir, que vos roues sont encore en rotation, quand vous allez percuter le sol, donc avec un véhicule qui n'a pas de différentiel central, vous allez bloquer net la transmission. Le moteur est encore en train de tourner, les roues veulent avancer, donc il y a des véhicules avec le slipper, où le slipper va donc glisser, mais le choc pour la transmission sera quand même relativement important. Sur un véhicule à différentiel, la puissance va pouvoir passer à travers le différentiel et se répercuter sur les roues avant. Même chose si vous atterrissez sur l'avant. Hein. Donc ça ne change rien, ce qui fait que sur cette machine, qui a donc, je le répète, 5 ou 6 ans, je n'ai jamais réussi à endommager un pignon d'attaque ou une couronne de différentiel. Je tiens à préciser, ni même des pignons de différentiel tout simplement, ce que les savagistes connaissent. Il arrive que les pignons intérieurs au différentiel, suite à ces chocs répétés, donc, soient endommagés aussi. C'est quelque chose qui est dû aussi au montage des différentiels du Savage Flux. Le différentiel est fixe dans le bulkhead avant ou arrière, donc tout l'effort qui va être transmis sur la transmission et sur les pignons va passer dans le roulement. Une fois que ce roulement sera endommagé ou aura du jeu, vous allez tirer de travers sur votre pignon et vous allez manger dans votre couronne, ce qui n'est pas le cas de ce modèle-ci, qui a des boîtiers de différentiel qui sont posés dans les bulkheads. Donc vous avez un certain mouvement, même s'ils sont prisonniers, un certain mouvement du boîtier de différentiel, ce qu'utilise aussi Traxxas pour économiser ces petits différentiels de poche. Le fait de ce mouvement permet en fait d'éviter les chocs, les gros chocs sur les roulements et la destruction de ces roulements qui généralement se répercutent donc sur le différentiel. Donc je répète, sortie du carton, beaucoup de choses à régler ou à faire si vous voulez attaquer sérieusement. Pour un débutant, forcément, il n'y a rien à faire, hein. Branche sa petite batterie 4S, il va rouler, il n'y a aucun souci. Il n'existe pas beaucoup de pièces options pour ces machines puisqu'elles sont très solides.
Comme je l'ai dit dans l'épisode 2 ou 3 de la présentation de RC Garage 68, Sen a fait quelque chose de formidable avec sa boutique directe en ligne. On aimerait voir plus de fabricants suivre ce modèle, même si on aime nos chers détaillants. Si vous arrivez en boutique, ce n'est pas disponible, le temps de commander, avec le déplacement à la boutique, on a tout aussi fait de l'avoir en ligne. On ne peut pas en vouloir nos détaillants, puisque d'un côté on leur demande d'avoir beaucoup de choix, beaucoup de modèles, mais il est impossible pour eux d'avoir un stock conséquent de tous les modèles qu'ils ont, parce que ça représente tout simplement une somme astronomique. N'oubliez pas vos détaillants, parce que comme si vous n'êtes pas mécanicien automobile ou passionné comme moi, à un moment ou à un autre, il faudra passer par eux pour les réparations. Ce seront les seuls qui pourront vous dépanner et vous conseiller. Donc c'est bien d'acheter sur le net, mais il faut quand même de temps en temps aller voir son détaillant. Même si je peux acheter énormément moi directement, je passe quand même régulièrement chez mon détaillant parce qu'il est là quand j'en ai besoin. Ce qui n'est pas le cas des boutiques en ligne. Souvent, problème de garantie, donc vous renvoyez le matériel. Si c'est une super boutique, il est remplacé rapidement. Si c'est une boutique qui s'en fiche ou qui ne veut pas avancer pour vous les frais d'un remplacement, elle va tout simplement attendre d'avoir suffisamment de matériel à renvoyer chez le fabricant, donc un délai supplémentaire, chez le fabricant encore un délai pour la réponse de la réparation, le temps que ça revienne, etc. etc. On se retrouve facilement avec des délais de 3 mois. Donc imaginez le jeune qui achète sa machine, qui va avoir un souci de variateur, il va acheter sa machine début de l'été, il va avoir ses congés scolaires, et au bout de 2 semaines il en panne, et il récupère sa pièce 3 mois après, en plein hiver quand les congés sont finis. Donc, je veux dire qu'il y a de grandes chances qu'il retourne à la PlayStation, et qu'il laisse tomber le modélisme. Autre point fort, donc je l'ai énuméré avant, c'est le châssis du Colossus qui est beaucoup plus solide que le châssis d'origine du HPI Savage. En dessous aussi, on a 2 énormes skid plates en alu qui font 3 mm d'épaisseur, pas de perforation pour le corps de différentiel, donc pas nécessaire de repasser un skid plate plastique par-dessus pour protéger la couronne du différentiel qui va dépasser. Même si je n'ai pas eu spécialement de problème sur mes Savage, je n'ai pas percuté suffisamment pour endommager ma couronne de différentiel par le bulkhead ici, mais c'est tout simplement plus simple point de vue construction. Les cardans tout aussi solides que chez HPI. La direction par contre, contrairement à HPI, beaucoup plus efficace, même si le montage est similaire. Hein, je veux dire, point de vue architecture, les Savagistes reconnaîtront facilement la structure du Savage. Si vous mettez un cerveau 15 kg sur un Sen et sur un HPI, le Sen va tourner beaucoup plus facilement. Il aura un angle de braquage aussi beaucoup plus élevé que le Savage. Par contre, même erreur entre le Savage et le Sen, qui a copié qui, on ne sait pas, c'est que la biellette de direction ici, suivant votre angle de braquage, va aller frotter la coupelle d'amortisseur inférieure qui se trouve sur son chemin. Donc, solution très simple, j'ai utilisé une coupelle haut bas haut ici, de standard de 1/8, qui est en cône, donc légèrement plus haute. Elle va forcément donner un peu de pré-contrainte à mon ressort, mais comme de toute façon j'utilise des cales de suspension, il suffit là où les coupelles sont remontées de ne pas mettre de cales et de compenser avec des cales sur l'autre. Pour les amoureux de la symétrie, je sais c'est un problème, alors mettez tout simplement 8 coupelles plus hautes et ça sera tout aussi bien. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette machine qui me vient tout de suite. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à rajouter, une expérience que vous avez avec ces machines en plus, n'hésitez pas, postez-moi un commentaire sur le lien vidéo, contactez-moi, je vais essayer de vous répondre et comme je l'ai dit, je ne suis pas un savant, donc je peux avoir dit une bêtise, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, pareil, vous me le dites, écoute, je ne suis pas d'accord avec ce ou ça, mon point de vue est ceci, on est adulte, on en discute, c'est très simple. Ah si, point très important que j'ai failli oublier, donc les roues d'origine sont en hexagone de 23, forcément il n'existe quasiment plus de jantes en hexagone de 23, où le choix est très limité, surtout en taille ou en qualité. Vous pouvez mettre n'importe quel hexagone de 1/8 standard sur votre Colossus.
Tout ce qu'il faut, ce sont des cales en téflon à mettre entre l'hexagone et le roulement extérieur de votre fusée. Et si vous n'avez pas d'hexagones qui ont tout simplement un axe de 3 mm pour passer à travers, parce que la plupart des 1/8 sont vrais, sont en 2,8 mm. La plupart sont en aluminium, donc très simple à percer à 3 mm. Un axe de 3 mm, vous pouvez l'acheter au mètre. Prenez de la corde à piano de 3 mm, achetez au mètre. Et ça s'arrête là. Hein. C'est tout simple, donc ce qui fait qu'on peut utiliser n'importe quelle roue de 1/8. Personnellement, c'est ce que je préfère esthétiquement de loin. Avoir une bonne proportion entre ma carrosserie et mes roues. J'aime bien les grosses roues, mais quand les carrosseries sont plus grosses que l'engin, les roues, on s'approche un peu du look Nico, ce qui n'est pas trop mon genre. Et je vous parlais des trucs et astuces pas chers et faciles. Beaucoup me mettent des réalisants avec un bout de gaine fluorescent sur leurs circlips, ce qui n'empêche pas de les perdre, ce qui n'empêche donc pas de les chercher. C'est sûr que sur la piste, chercher un circlips fluorescent n'est pas un problème. Dans l'herbe haute ou dans la forêt, c'est comme si vous n'aviez rien mis. Donc le truc le plus simple, c'est un petit fil de fer, ici 1 mm, un petit nœud de l'autre côté de la carrosserie, un petit trou d'1 mm et torsadé autour du circlip, ce qui fait que vous pouvez aussi, donc sur certains atterrissages ou dans certains fourrés, réussir à déclipser votre circlip de votre carrosserie. Mais il sera toujours encore accroché à la carrosserie. Le fil de fer n'est pas suffisamment solide si vraiment ça reste accroché méchamment pour arracher la carrosserie. Il va tout simplement s'ouvrir ou se couper en deux. Donc ce qui n'endommagera donc pas la carrosserie. C'est à peu près tout pour les choses faciles et simples à faire pour les sauts. Forcément ici aussi j'utilise donc une suspension très dure, puisque ce véhicule ne fait pas de franchissement, le but étant de percuter le plus tard possible le châssis par terre, ce qui est néanmoins nécessaire. N'essayez pas de faire en sorte que votre châssis ne touche pas par terre, puisque tout le stress que vous allez causer que vous n'allez pas causer à votre châssis, qui encaisse quand même, qui est fait pour, surtout sur le Seine, va être répercuté sur vos tiges d'amortisseur et vos coupelles, donc vous allez tordre vos vis de fixation, vos tiges d'amortisseur, etc., etc. Ça c'est aussi un point que donc j'ai failli oublier, c'est les aléas du direct, désolé. Comme j'ai dit, je ne fais pas de retouches sur mes vidéos. Seine a aussi fait la même erreur que Savage, que HPI, pardon. Pour les fixations des amortisseurs, ils utilisent en bas et en haut des vis de 3 mm. Sur mes Savage, j'avais tout simplement percé les petites rotules en plastique. Ici, il y a des rotules en métal. À 4 mm et passer des vis de 4 dans le triangle et dans les tourelles pour éviter tout simplement de les tordre, ce qui était très efficace. Néanmoins, reste que la visserie Seine, oui, ça c'est un point important aussi qu'on va aborder tout de suite. La visserie Seine est inox. On arrive à alimenter les vis, donc ce n'est pas de la visserie vraiment inox, mais plutôt chromée, mais de très bonne qualité. Donc, ces vis sont 6 ou 7 ans, elles ont subi tas de choses, de l'eau, des détergents agressifs, etc. Elles sont toujours en parfait état. Seine a aussi évité de mettre 136 000 tailles de vis différentes. Ils ont mis pratiquement partout les mêmes têtes de vis, donc à savoir de l'hexagone en 2,5 et en 2 sur les parties qui sont vissées directement de l'aluminium dans l'aluminium. Donc il n'y a que et du 2 aussi sur les petites vis des amortisseurs. Donc vous avez que du 2 et du 2,5 sur toute la machine, ce qui est absolument génial. Hormis les petites vis cruciformes qu'ils ont utilisées pour fixer le pare-choc sur son support. Donc une visserie très simple, très solide, contrairement à beaucoup de fabricants qui nous mettent un peu de n'importe quoi ou du mélange où on ne sait pas trop ce qui leur prend parfois. Ou Traxxas qui utilise des vis qui rouillent. Ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Donc voilà pour cette présentation du Seine. J'ai sûrement oublié quelque chose, je me suis sûrement mêlé les pinceaux, j'ai sûrement répété plusieurs fois quelque chose. J'espère en tout cas que ceux qui ont eu des problèmes de son auront une petite amélioration. Je compte sur eux pour me tenir au courant. Je vous souhaite
une bonne fin de journée et à bientôt pour la suite des présentations, la suite des épisodes. Et si tout va bien, bientôt peut-être des interviews, des présentations d'autres machines, des choses que je ne fais pas personnellement.